Salut tout le monde, on va commencer ensemble le chapitre numéro 6, flexion d'une poutre. Ce chapitre-là va vraiment venir chercher toutes les notions qu'on a vues pendant le cours pour voir qu'est-ce qui se passe quand une poutre est soumise à une sollicitation en flexion, donc s'il y a des forces qui sont appliquées sur la poutre qui vont la faire fléchir. On a déjà vu dans le chapitre précédent un petit peu comment gérer le problème quand une poutre est soumise à une compression ou à une tension. Ici, on va vraiment parler plutôt de la flexion. Donc, c'est parti. On commence par définir trois types pas des types de poutres, mais plutôt des façons d'appuyer des poutres. Donc, juste des petites définitions rapides. Poutre extrémité en appui simple, c'est le scénario qu'on a le plus étudié dans les premiers chapitres du cours quand on a fait la statique. C'est une poutre qui est tout simplement appuyée sur deux appuis, puis les appuis sont sur les extrémités. On parle d'appui simple juste parce que la force horizontale ici va être nulle. La raison pour ça, c'est qu'on va seulement appliquer des forces verticales sur notre poutre. On n'appliquera aucune force diagonale ou horizontale sur la poutre. Ça veut dire que nos deux appuis vont simplement forcer vers le haut pour s'assurer que la somme des forces et des moments de force sont égales à 0. On ne va pas résoudre de problème de somme des forces et des moments de force égales à 0. Cette partie-là du problème va toujours déjà être faite pour nous quand les forces vont être indiquées. Juste mentionner que nos forces vont toutes être purement verticales, aucune force horizontale. Sinon, on peut avoir une poutre en porte-à-faux. Ça veut dire que là, ici, notre poutre est simplement encastrée. L'encastrement va s'assurer que la poutre est immobile à la verticale, puis va aussi venir contrebalancer le moment de force exercé par les différentes forces. Et finalement, ici, encore une fois, la force horizontale va être nulle. On a seulement des forces verticales dans ce chapitre-là. Et finalement, on a un autre type de porte-à-faux. Cette fois-là, c'est un porte-à-faux avec deux appuis. Donc, j'ai deux appuis simples. Il peut y avoir une force qui est vers le haut, une force qui est vers le bas dans mes deux appuis. Donc, trois types de façons de supporter des poutres qu'on va considérer dans ce chapitre-là. Encore une fois, force horizontale est égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une poutre est sollicitée en flexion? Donc, on va faire un exemple avec une poutre qui est supportée par deux appuis simples. J'ai une poutre, j'ai deux appuis qui la supportent. Puis la poutre va être soumise à une force, par exemple une force de poids ici directement dans le centre. Qu'est-ce qui va se passer avec la poutre? Bien, premièrement, les deux appuis vont venir réagir à la force pour s'assurer que la poutre demeure immobile. On va définir une chose qui est l'axe longitudinal de la poutre. C'est super simple, c'est tout simplement l'axe qui passe au milieu de la poutre. Si la poutre était comme pas rectangulaire, qui n'était pas symétrique, il faudrait aller un petit peu plus en détail dans les définitions. Si par exemple notre poutre était en forme de triangle ou de trapèze, on ne va pas vraiment considérer ce genre de problème-là. On va parler de poutre symétrique, donc l'axe longitudinal est tout simplement au centre. C'est notre axe longitudinal, il passe au centre de la poutre. Lorsque notre poutre est soumise à des forces, elle va se déformer. Fait que ici, dans ce cas-là, j'ai une poutre qui vient avoir une force qui est appliquée sur le dessus au centre, mettons ma tête. Oups. Il va y avoir de la flexion, la poutre va se déformer. Ici, ça va faire un peu une forme de U. Des fois, on va l'exagérer un petit peu dans les dessins. Cette déformation-là va entraîner deux contraintes qu'on va étudier. C'est des contraintes qu'on connaît déjà, mais on va voir comment ces contraintes-là se manifestent dans le contexte de la flexion. Il va y avoir une contrainte normale, sigma, même concept qu'on a déjà étudié, une force divisée par une surface, les unités c'est des pascals ou des mégapascals. Il va y avoir une contrainte normale en tension et en compression, je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, et il va aussi y avoir une contrainte de cisaillement. Ces deux phénomènes-là sont présents quand il y a de la flexion. À chaque fois qu'il y a de la flexion, il va y avoir et des contraintes normales et du cisaillement dans la poutre. On va regarder tout de suite comment ça se manifeste. On va commencer par parler de tension et compression. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis juste laissé mes appuis pour dessiner ma poutre. Qu'est-ce qui se passe quand ma poutre est soumise à une force? C'est qu'elle va fléchir, puis elle va prendre un petit peu la forme d'un U. Je vais la dessiner ici. Fait que je vais commencer par dessiner ma poutre en noir. Fait qu'après avoir subi des forces, ma poutre va être un petit peu pliée. Je vais énormément exagérer. Tiens, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc ça, c'était ma force que j'avais appelée P pour un poids. Fait que là, ma poutre est vraiment en train de faire une forme de banane et elle a été énormément déformée. Je vais tracer aussi mon axe longitudinal. Mon axe longitudinal est au centre, puis il a été lui aussi déformé. Fait que je me trace un petit pointillé comme ça.
qui passe à peu près au centre et je l'appelle l'axe longitudinal. OK. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, la tension puis la compression. Où est-ce que la tension et la compression se produisent? Quand ma poutre subit une flexion, la longueur de la poutre va changer en partie. Ce que je veux dire, c'est que le haut de la poutre ici, la distance de là jusqu'à là, le haut de la poutre a été comprimé. Cette longueur-là ici est plus courte que ce qu'elle était au début. Le haut de la poutre, à cause de la forme que la poutre a pris quand elle a fait sa flexion, le haut de la poutre, il ressent une petite compression. Dans le fond, sa longueur va légèrement diminuer sous l'effet d'une compression. Tandis que le bas de ma poutre, tiens, je vais mettre en bleu, le bas de ma poutre ici va être étiré. Fait que si je regarde la distance de ici à ici, ben là, j'ai une tension qui vient s'appliquer ici. Ça veut dire que le bas de ma poutre va recevoir une tension, tandis que le haut de ma poutre, lui, va ressentir plutôt une compression. L'axe normal, lui, celui qui est au centre de la poutre, est comme au milieu entre la tension puis la compression. L'axe normal, lui, il est neutre. Ça veut dire qu'il ne ressent aucune contrainte, il ne ressent ni de tension ni de compression. Il a la même longueur qu'il avait au début. Fait que si je regarde la distance de ici à ici, la longueur n'a pas changé. Mettons que je prenais ma ligne en rouge, ma ligne pointillée, puis ma ligne en bleu, puis que je les dépliais, puis que je les mettais une à côté de l'autre, je remarquerais que, mettons, mon axe longitudinal, il y aurait la même longueur que ce qu'il y avait avant, tandis qu'en rouge, il aurait été un petit peu comprimé. Il serait un petit peu plus court. Et en bleu, celui qui est en dessous sur mon dessin, il serait rendu un petit peu plus long. Fait qu'en bleu, on a subi une tension en dessous et en rouge, on a subi une compression. Donc, c'est ce que j'écris ici. Le haut de la poutre dans notre dessin ici, il est comprimé, il va ressentir une contrainte de compression. C'est une sorte de contrainte normale, sigma, puis on va juste utiliser C pour dire qu'on parle d'une contrainte en compression, tandis que le bas de la poutre, lui, ressent aussi une contrainte sigma, mais en tension. On va mettre un T. Le centre de la poutre, l'axe neutre, lui, l'axe longitudinal, pas du tout déformé. Donc, c'est à cause de ça que la flexion vient entraîner une compression puis une tension. Il y a une partie de la poutre qui va subir une tension, il y a une partie de la poutre qui va subir une compression. C'est vraiment comme si chaque petit point de la poutre ici était étiré par des forces à gauche puis à droite. Était étiré par des forces à gauche et à droite, tandis que chaque point sur le dessus ici se ressent comme comprimé comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai des forces ici qui viennent comprimer la poutre comme on avait dans le chapitre précédent. Fait que ça, j'en ai pas. C'est juste qu'à cause de la déformation de la poutre, il y a des endroits où on se sent un petit peu plus coincé, puis il y a des endroits où on se sent un petit peu plus étiré. Donc voilà, pour la tension et la compression. Pour le cisaillement, comment on va l'interpréter dans le fond? Là, j'ai dessiné la poutre comme si elle n'avait pas été déformée. On peut se faire des coupes dans la poutre. Fait que mettons, je me fais une coupe que j'appelle AA', c'est souvent comme ça, une coupe verticale ici. Fait qu'à cet endroit-là, je regarde à gauche de ma poutre. À gauche de ma poutre, je vais avoir des forces ici dans ce cas-ci vers le haut, puis à droite, j'ai une force vers le bas, puis une force vers le haut. Mettons que je mets des chiffres ici, puis je vais utiliser des chiffres faciles, je vais dire que la force est exactement au milieu. Fait que mettons qu'ici, mon poids, c'est 100 newtons. Si c'est exercé exactement au centre, les appuis vont forcer chacun 50 newtons vers le haut. Si je regarde dans ma coupe AA', au total, à gauche complètement de ma poutre, fait que si je regarde dans cette région-là, la somme de toutes les forces verticales, c'est plus 50 newtons. Fait qu'ici, au total, à gauche, j'ai une force vers le haut de 50 newtons. Si je regarde au total vers la droite, vu que la somme des forces verticales doit toujours être égale à 0, c'est sûr qu'au total, je vais devoir avoir une force verticale vers le bas de 50 newtons. Puis effectivement, j'ai un 100 vers le bas, un plus 50 vers le haut. Fait qu'au total, à droite de ma coupe, j'ai
moins 50, j'ai 50 newtons vers le bas, puis à droite, j'ai plus 50. C'est ça qui fait un cisaillement. Si je regardais à un autre endroit, une coupe, mettons, BB', mais ici aussi, à gauche, j'ai un total de plus 50, puis à droite, j'ai un total de moins 50. Si je me fais une dernière coupe ici, hop, CC', mais là, ça s'est un petit peu inversé. Dans le fond, c'est en regardant à gauche de ma coupe, j'ai moins 100 plus 50, fait que j'ai un total de, vers le bas, 50 newtons. Puis à droite, j'ai mon plus 50 qui est ici, 50 newtons. Toutes les coupes, à chaque endroit de ma poutre, il va y avoir un cisaillement qui va être ressenti, soit comme ça, soit comme ça. Ça ne change rien, il va y avoir un cisaillement partout à l'intérieur de la poutre. Fait que chaque coupe verticale de la poutre va ressentir une contrainte de cisaillement. Fait qu'on peut se tracer des lignes imaginaires, puis dire qu'à ces endroits-là, il va y avoir un certain cisaillement. On utilisait le symbole tau qui va être ressenti. Fait que quand j'ai une poutre en flexion, je vais avoir toujours et une contrainte normale tension-compression et une contrainte de cisaillement. Si on regarde, mettons ici la coupe AA', fait que je vais vraiment m'intéresser à regarder qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui arrive? Fait que ça, c'est ma coupe AA' qui est ici. Là, j'ai dessiné juste la partie à gauche. Ça veut dire que j'ai dessiné juste ça ici. Comme ça. C'est ce que j'ai dessiné ici. Puis ça, c'est ma coupe AA'. Si je regarde ce qui se passe à la surface de la coupe AA', vraiment, qu'est-ce qui se passe ici? Fait qu'au centre, j'ai mon axe neutre. Fait qu'à l'endroit où est-ce que j'ai mon axe neutre, la poutre ressent ni tension ni compression, ressent rien du tout. Plus je m'éloigne de l'axe neutre vers le haut, plus la compression qui est ressentie par les molécules de la poutre devient importante. Fait que la force en compression va aller en augmentant plus on s'éloigne de l'axe longitudinal. Ça veut dire que l'endroit de la poutre qui va ressentir la plus grande compression, ça va être sur la surface du haut ici. C'est là que la force de compression est la plus grande. Au contraire, quand je descends ici, c'est un endroit où la poutre est en tension. Fait que si j'étais comme proche ici, je ressens un peu de tension, plus en plus de tension. Puis quand je suis en bas complètement, c'est là que je ressens la plus grande force de tension ici. Au total, il y a comme une force de compression qui est appliquée plutôt sur le haut de ma poutre, puis une force de tension qui est appliquée plutôt sur le bas. C'est une force qui tire dans une direction, une force qui tire sur l'autre. Ça va appliquer un moment de force. Ça va appliquer ce qu'on appelle M, le moment fléchissant. Ça, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser à l'intérieur du chapitre 6. C'est un des termes centrales du chapitre numéro 6. M, c'est le moment fléchissant. C'est la combinaison de compression puis de tension qui fait qu'il y a une espèce d'effort de rotation qui est fait, un moment de force qui est fait sur chacune des tranches. C'est ce moment de force-là qui va être responsable de la compression puis de la tension ressentie par la poutre. Ça, c'est un terme qu'on va aborder. On va être capable de trouver le moment fléchissant, ce qui fait comme tordre chaque partie de la poutre. C'est ça qui va créer la tension puis la compression. On a aussi à chaque endroit ce qu'on appelle V, un effort tranchant. L'effort tranchant, c'est ce dont on vient de parler. Il est associé au cisaillement. Il est causé par le fait qu'il y a une force d'un côté vers le haut, d'un côté vers le bas. Ça fait un cisaillement. Ça, on va appeler ça l'effort tranchant V. Le M et le V, le moment fléchissant puis l'effort tranchant sont les deux thèmes centraux de tout le chapitre numéro 6. On va voir comment les calculer, puis comment utiliser ces informations-là pour trouver des poutres sécuritaires. Donc, en résumé, ce qu'on a fait dans cette première partie du chapitre numéro 6, on a dit que les poutres se déforment sous l'effet des forces. Chaque coupe de la poutre, fait que chaque ligne imaginaire à travers la poutre, va ressentir à la fois un moment fléchissant M, ce qui va causer une tension et une compression, une contrainte de tension, une contrainte de compression. Et on a aussi dit que chaque coupe va ressentir un effort tranchant V qui va causer un cisaillement tau. La suite du chapitre, qu'est-ce qu'on va faire pour la fin du chapitre numéro 6? Donc, on va être capable de tracer un graphique de moment fléchissant et d'effort tranchant pour déterminer les valeurs de M et de V à chaque endroit dans la poutre. Ça veut dire qu'on va avoir un graphique comme ça. Ici, on va voir la longueur de notre poutre, dans le fond. Puis on va faire un graphique de son moment fléchissant. Quelque chose comme ça. Puis on va aussi avoir un graphique de l'effort tranchant. Ici, c'est juste en fonction de X, la position sur la poutre. Fait qu'à chaque, si j'imagine ma poutre qui est dessinée comme ça,
à chaque endroit dans la poutre, on va être capable de savoir c'est quoi le moment fléchissant. Fait qu'il y a des endroits où la poutre va être très fléchie, des endroits où elle va être moins fléchie. Puis même chose, on va avoir notre poutre, on va avoir plein de coupes différentes, puis on va être capable de faire nos graphiques de effort tranchant. Ce qu'on va aussi faire avec ça, c'est qu'on va établir le lien entre le moment fléchissant qu'on va être capable de déterminer et la contrainte en tension et en compression. Un coup qu'on va avoir établi ce lien-là, on va être capable de choisir des poutres qui vont être sécuritaires en tension puis en compression quand ils sont soumis à de la flexion. On va aussi faire le lien entre l'effort tranchant et le cisaillement. Puis finalement, on va utiliser ces liens-là, on va utiliser le concept de contrainte pour choisir des poutres qui vont être sécuritaires en tension, en compression et en cisaillement. Donc c'est ça le plan du chapitre numéro 6.